Dans cette vidéo, nous allons continuer la révision de fin d'année. Alors regardons, nous avons déjà dit que la révision va être divisée en 6 parties. Nous avons déjà vu les nombres, les fonctions, l'algèbre, la géométrie et maintenant on va voir les statistiques et après les probabilités. Alors regardons les statistiques. Qu'est-ce que vous devez maîtriser dans les statistiques pour réussir votre fin d'année? Premièrement, vous devez maîtriser les méthodes d'échantillonnage, savoir trouver le mode, la médiane et la moyenne, inventer ou créer une distribution, construire le tableau des classes et son histogramme, construire et interpréter un diagramme de quartile. Alors, commençons premièrement par les méthodes d'échantillonnage. Alors, les méthodes d'échantillonnage, ceux-là, ce sont des méthodes qui nous permettent de choisir des échantillons qui sont représentatifs et qui vont nous donner de bons résultats dans notre étude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple. Regardons un exemple pour mieux comprendre les méthodes d'échantillonnage. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent une école compte 4000 élèves et 160 classes de 25 élèves par chacune. De l'ensemble des élèves, 2400 sont des garçons et 1600 sont des filles. La direction veut ouvrir un gymnase de sport. Elle veut connaître le sport préféré de ses élèves. Analyser chaque méthode d'échantillonnage si on veut constituer un échantillon de 250 élèves. Premièrement, donc j'ai une école, donc j'écris ici école. L'école a 4000 élèves, donc j'écrirai élèves. Ils nous disent qu'ils ont 160 classes, donc les élèves sont dans 160 classes. Chaque classe contient 25 élèves, donc j'ai 25 élèves par classe. Ils me disent que j'ai 2400 garçons, donc j'ai 2400 garçons, 1600 filles, et finalement, ils me disent qu'on veut un échantillon de 250, donc échantillon, on cherche à réaliser un échantillon de 250 élèves. 250 élèves. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on veut? L'école veut construire un gymnase et il veut que son gymnase soit occupé. Il veut savoir quel sport il doit mettre dans le gymnase. S'il se trompe de sport, eh bien, ils vont perdre l'argent du contribuable et puis le gymnase va bien sûr échouer puisque les étudiants n'y iront pas si on a choisi le mauvais sport. Alors, quelles sont les méthodes d'échantillonnage pour choisir notre échantillon? Alors, la première méthode d'échantillonnage, c'est aléatoire simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Choix au hasard de tous les individus de l'échantillon. Tout simplement, moi, je veux avoir 250 élèves, et bien tout simplement, j'ai 4000 élèves. Je vais numéroter les élèves de 1 à 4000, donc 1, 2, 3 par exemple, jusqu'à 4000. Et puis, je vais choisir d'une manière complètement aléatoire 250 parmi 4000. Je pourrais, par exemple, utiliser une calculatrice qui a la touche random et je lui dirais, par exemple, donne-moi 250 numéros d'une manière aléatoire entre 1 et 4000. Et puis, comme ça, j'aurai mes 250 élèves choisis d'une manière aléatoire. L'autre manière de faire, c'est la méthode systématique. La systématique, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu qu'on choisisse d'une manière vraiment aléatoire, eh bien, il va choisir en faisant des sauts. Alors, les sauts, quelle est la taille du saut ou bien de combien on va sauter? Alors, on le trouve comme ça. On calcule, on fait la taille de la population. La taille de la population ici, c'est 4000, que je dois diviser par la taille de l'échantillon. Moi, je vais choisir 250. Donc, je fais 4000 qui divise 250, ça me donne 16. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais numéroter encore les élèves de 1 à 4000. Et puis, je vais prendre les 16 premiers. 1, 2, 3, jusqu'à 16, 17, et puis jusqu'à 4000. Je les numérote de 1 à 4000. Et puis, parmi les 16 premiers, ici, je vais choisir un aléatoirement. C'est ce qu'on fait. Le choix du premier est choisi au hasard. Donc, d'une manière aléatoire, je vais choisir le premier. Par exemple, disons que j'ai trouvé le 10. Maintenant que j'ai choisi le premier d'une manière aléatoire, eh bien, le deuxième, comment je vais le choisir? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 16. Parce que le saut est 16. Donc, 10 plus 16, c'est 26. Donc, je vais choisir le 26e. Alors, pour choisir le troisième, je dois faire 26 plus 16. Le saut, toujours, c'est 16. 26 plus 16, ça va être 42. Donc, je dois choisir le 42e. Le troisième, je dois encore faire plus 16. 42 plus 16, c'est 58.
donc ça va être le 58e, etc. Comme ça, je vais choisir mes 250 élèves. Ça, c'est la méthode systématique. L'autre méthode qu'on pourrait choisir, la troisième, c'est par grappe. Alors, par grappe, elle, son utilité, c'est qu'elle est plus facile et plus rapide, et ça peut coûter moins cher. Ici, l'école va dire, au lieu que je choisisse 250 élèves parmi 4000, peut-être que je vais choisir un certain nombre de classes parmi les 160 classes. Et il dit, moi, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 250 élèves, mais j'ai 25 élèves par classe. Donc, combien de classes j'ai besoin? Eh bien, je vais faire 250 qui divise 25, ça me donne 10. Et par suite, je vais choisir 10 classes parmi les 160. Donc, je vais numéroter mes classes de 1 à 160, par exemple 1, 2, 3, 4, jusqu'à 160. Et encore une fois, avec une calculatrice aléatoire, je vais choisir 10 classes parmi les 160. Une fois que j'ai choisi mes 10 classes, tous les élèves de chaque classe vont faire partie de mon échantillon. Donc, si j'ai choisi 10 classes, chaque classe contient 25, et le total des élèves que j'ai choisi, c'est 10 fois 25, c'est 250. Comme ça, j'aurai mis 250 élèves. Alors, par grappe, c'est qu'on choisit le nombre de classes et toute la classe, tous les élèves de la classe vont faire partie de mon échantillon. Maintenant, la dernière, ou bien la quatrième manière de faire un échantillonnage, c'est la méthode stratifiée. À ne pas confondre avec grappe, parce que grappe et stratifié, parfois les élèves se mélangent avec, mais en fait, ils sont complètement différents. Le stratifié, pourquoi elle est là? Alors, regardons un petit peu les inconvénients, ou bien la méthode aléatoire systématique et par grappe. Il n'y a rien qui empêche, par exemple, avec la méthode systématique, aléatoire simple, que tous les échantillons que je vais choisir soient presque tous des garçons, ou bien presque tous des filles. C'est un risque qui est là, parce que je choisis d'une manière aléatoire, et il se peut que le premier soit un garçon, un deuxième soit un garçon, donc peut-être que tous mes 250 soient des garçons, ou au contraire, il se peut que puisque je choisis d'une manière aléatoire, rien n'empêche que tous les 250 que je vais choisir seront des filles. Et dans ces deux cas, eh bien, soit que les garçons ne seront pas représentés, soit que les filles ne seront pas représentées. La même chose pour systématique. Rien n'empêche que le premier soit un garçon, et à chaque fois que je fais un saut, je tombe sur un autre garçon. Donc il se peut que la majorité de mon échantillon, la plus grande majorité, soit des garçons, ou au contraire, la plus grande majorité soit des filles. Et encore une fois, il se peut que les filles ne soient pas représentées, ou il se peut que les garçons ne soient pas représentés. La même chose pour les grappes, parce que les grappes, je choisis les classes. Il se peut que je choisisse que les classes où il y a une forte proportion de garçons, comme je pourrais choisir les 10 classes où il y a presque rien que des filles. Et encore une fois, l'aléatoire, la systématique et la grappe ne m'assurent pas que, par exemple, les filles et les garçons seront représentés d'une manière adéquate. C'est pour ça que le stratifié, il va s'assurer que les garçons et les filles vont être représentés selon leur poids sur la population. Alors, les garçons, on les appelle une strate, et les filles, on l'appelle une strate. Pour la population, nous avons 2 strates. Donc, pour cette situation-là, mais dans d'autres situations, vous pouvez avoir 3, 4, 5 strates, et rien n'empêche que vous aurez plusieurs. Mais dans ce cas-là, j'ai 2 strates, les garçons et les filles. Maintenant, combien de garçons je vais choisir? Comment on le fait? On fait un produit croisé. Je dis la taille de la strate, les garçons, il y en a combien? Il y en a 2400. Sur un total de la population c'est 4000, égale combien je vais choisir sur l'échantillon. L'échantillon, c'est combien? C'est 250. Je fais le produit croisé, je fais 2400 fois 250 qui divise 4000. Et si je fais ce calcul-là, je trouverai 150. Donc, en fait, je dois choisir 150 élèves, 150 garçons. Maintenant, pour les filles, combien de filles je dois choisir? Même chose, je dois faire le produit croisé. La taille de la strate des filles, il y a 1600 filles. Le total de la population, c'est 4000, égale le nombre de filles que je dois choisir sur un total de l'échantillon de 150. Si je fais le produit croisé, je trouverai encore 100 filles. Et là, qu'est-ce que je dois faire? C'est facile. Je pourrais choisir 150 garçons d'une manière aléatoire et 100 filles de manière aléatoire. Et comme ça, je suis sûr que les garçons et les filles seront représentés selon leur poids dans leur échantillon. Dans l'échantillon. Donc voilà pour les 4 manières d'échantillonnage que vous devez maîtriser. Maintenant, on va regarder un petit peu les sources de biais. Une source de biais, c'est quoi? C'est ce qui peut mener à de mauvais résultats. Parfois, on les appelle aussi sources de problèmes. Source de problèmes.
Alors, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure de l'école, eh bien, l'école veut avoir un gymnase. Il veut que le gymnase soit fréquenté par les étudiants. S'il se trompe de discipline, eh bien le gymnase, on va perdre de l'argent à construire le gymnase et les salles et que personne ne va utiliser. C'est pour cela qu'il doit mener les choses d'une manière très propre, de telle manière que les résultats de son sondage reflètent la réalité pour que le gymnase réussisse. Et par suite, il doit éviter quelques pièges. Quels sont les pièges qu'il faut éviter? C'est ce qu'on appelle les sources de problèmes ou bien les sources de biais. Ce sont les pièges qui peuvent nous fausser le résultat. Alors, par exemple, il faut éviter de choisir un échantillon qui n'est pas représentatif. Il faut que l'échantillon représente toute la population, sinon on n'aura pas la vraie opinion. Peut-être qu'on va tomber avec un résultat qu'on doit construire des salles de ping-pong, alors que personne n'aime le ping-pong et que tout le monde voudrait avoir par exemple le volleyball ou bien le basketball. Un échantillon qui ne sera pas représentatif, c'est un échantillon par exemple qu'on pourrait construire à la cafétéria. Si je choisis que les gens ou bien les élèves qui fréquentent la cafétéria, eh bien ceux qui ne fréquentent pas la cafétéria ne seront pas représentés. Par suite, l'échantillon ne sera pas représentatif. Une mauvaise formulation de la question. Il faut que la question soit neutre et complète. Si la question n'est pas neutre, ici on essaye, si la question peut influencer l'opinion des jeunes ou bien des élèves, eh bien vous allez avoir un résultat. Seulement le jeune qui va vous répondre « j'aime le ping-pong », n'ira pas jouer au ping-pong, tout simplement. Donc il faut que la question soit neutre. Attitude de la personne qui pose la question. La personne qui pose la question doit être aussi neutre. Il ne doit pas être engagé. Il ne doit pas promettre de récompense non plus. Représentation trompeuse des résultats. Il faut faire attention parce qu'une fois qu'on a représenté les résultats, on va les passer à des gens qui doivent prendre la décision. Et bien, si la représentation des résultats, les graphiques sont trompeurs, les gens qui vont prendre la décision, peut-être ils vont encore une fois décider pour le ping-pong, alors que tout le monde, la grande majorité aimerait par exemple le basketball ou le volleyball. Donc, il faut bien représenter d'une manière fidèle les résultats. Très petit taux de réponse de l'échantillon. Et bien, par exemple, nous avons un échantillon de 250 élèves, et voilà qu'il n'y a que 30 élèves qui acceptent à répondre. Ça aussi, c'est une source de biais. Si vous voyez qu'il y a un très grand rejet par l'échantillon, c'est-à-dire un très grand nombre de l'échantillon ne répondent pas, c'est que le sondage aura des problèmes, et par suite, il faut faire des correctifs. Mauvaise conclusion. Il faut tirer la bonne conclusion. Si jamais on essaie d'interférer, favoriser, par exemple, une discipline par rapport à l'autre, alors que les conclusions ne sont pas là, eh on va prendre une mauvaise décision. Par exemple, on va encore faire du ping-pong au lieu de faire du basketball ou du volleyball. Donc ça, ce sont les sources de biais. Si vous avez encore de la misère avec ça, bien sûr, regardez dans le site ou bien dans vos manuels et vous allez mieux comprendre ces sources de biais et bien d'autres. Alors, maintenant, passons aux autres concepts, c'est comment trouver le mode, la médiane et la moyenne. On a trois cas. Soit que les données ne sont pas groupées, ça veut dire qu'ils nous donnent la distribution. Et alors, comment je trouve le mode? Eh bien, le mode, c'est ce qui est à la mode, qui se répète le plus. Ce qui est à la mode, par exemple, ici, c'est 3. Donc, c'est ça le mode. C'est celui qui se répète le plus, que tout le monde essaie d'imiter. Donc, le mode, c'est 3. La médiane. La médiane, tout simplement, d'une distribution, c'est en fait le milieu. Donc, pour trouver la médiane, premièrement, il faut mettre en ordre la distribution et trouver le milieu. Alors, pour trouver la position de la médiane, on va les mettre en ordre. La première, elle est déjà en ordre, donc je dirai merci. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas à le faire. Elle est déjà en ordre. Et pour trouver la position de la médiane, qu'est-ce qu'on fait? On fait position égale. Je compte combien j'ai de valeurs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai 12 valeurs, donc j'écris 12 plus 1. On fait toujours plus 1 égale 13. Et on fait toujours diviser par 2. Pour trouver la position, ça me donne 6,5. Donc la position de ma médiane est à 6,5. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça c'est 7. Donc ça veut dire qu'elle est entre 6 et 7. Donc la médiane ici, je vais faire 58 plus 60 qui divise 2. Qui me donne finalement 59. Donc la médiane ici est 59. Alors faisons maintenant le deuxième. Ici, elle n'est pas mise en ordre, ça veut dire c'est moi qui devrais le mettre. Eh bien, on va le mettre en ordre. J'ai 30, 35, 38,
Après 38, j'ai 52, 55, 58, 60, 62 et 68. Et là, je regarde la position de ma médiane. La position, c'est quoi? Combien j'ai de valeurs? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je fais 9 plus 1 qui me donne 10, que je divise par 2, ça me donne 5. Ça me donne la position de ma médiane. Donc, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ma médiane, elle est 55. Donc, j'ai ici deux cas. Soit que la position de la médiane est entre deux valeurs et par suite je fais la moyenne de ces deux valeurs, je les additionne et je divise par deux, ou je tombe sur une valeur et c'est ça ma médiane. Comment calculer la moyenne? C'est facile, il suffit de les additionner toutes, comme ça vous le savez déjà. Et je divise par le nombre de valeurs. Ici, le nombre de valeurs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas 9. Ici, je fais ça, je trouverai à peu près 50,88. Donc ici, c'est à peu près 50,88. Ça, c'est ma moyenne. Alors, maintenant, regardons si on a le cas de données condensées dans un tableau. Eh bien, on va commencer par le mode. C'est égal. Alors, regardons ce tableau. Ici, on va regarder cette première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire 0,10? J'ai ici effectif, j'ai ici nombre d'enfants. En fait, tout simplement, on a questionné 10 personnes. Ici, ils nous ont dit, chacun nous ont dit, ils ont 0 enfant. Ici, 16 personnes nous ont dit qu'ils ont un seul enfant. 25 ont dit chacun a 2 enfants. 4 ont dit ont 3 enfants. C'est ça ce que ça veut dire chaque ligne. Et le 55, ça veut dire on a questionné 55 personnes ou 55 familles. Alors le mode, c'est la réponse qui est revenue le plus. La réponse qui est revenue le plus correspond, parce qu'il y a 25 ici qui ont répondu la même chose, c'est 2. Donc la réponse qui est revenue le plus, c'est le 2. Donc le mode, c'est 2. Maintenant, la médiane. La médiane, comment je vais la trouver? Premièrement, je dois trouver la position de la médiane. Où est-ce qu'elle est positionnée? Eh bien, elle est positionnée, donc je dois regarder le total, c'est 55. Je vais faire plus 1. C'est 56. Que je dois diviser par 2, c'est 28. Donc ma médiane se trouve à la 28e position. Alors 28e position, ça c'est 10. 10 plus 16, c'est 26. Et 26 plus 25, c'est 51. Alors j'ai dépassé mon 28, ça veut dire la position 28 est quelque part ici. Ça veut dire la médiane c'est quoi? C'est 2. Donc encore une fois c'est 2. Donc ça c'est une coïncidence que la médiane et le mode sont les mêmes, mais en général c'est pas toujours le cas. Et finalement, on doit calculer la moyenne. Moyenne égale ou bien x bar. X avec une barre, ça aussi, c'est pour symboliser la moyenne. Les statisticiens utilisent celle-là pour symboliser la moyenne. Alors, comment on va calculer la moyenne? Eh bien, tout simplement, on va ajouter une autre colonne. On va faire ici 1 fois et je fais 0 fois 10, 0. 1 fois 16, 16. 2 fois 50, 25, 50. 3 fois 4, 12. Et ça me donne 78. Et là, je vais faire un divisé. 78 qui divise 55, donc j'écrirai ici. 78 qui divise 55, ça me donne 1,42. Donc la moyenne ici, c'est 1,42. Donc 1,42 enfants en moyenne. Maintenant, regardons si on a des données groupées en classes. Eh bien, la même chose, je fais le mode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne-là? Eh bien, tout simplement, effectif 4, nombre de points de 10 à 20. Ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui m'ont répondu qu'ils ont un nombre de points de 10 entre 10 et 20. Ici, 6 personnes m'ont répondu qu'ils ont un nombre de points entre 20 et 30, 12 ont un nombre de points entre 30 et 40, 8, ils ont un nombre de points entre 40 et 50, et 30, ça veut dire qu'on a questionné 30 personnes. C'est le total. Alors, comment je vais trouver le mode? Encore une fois, c'est la réponse qui est revenue le plus. Celle qui est à la mode, celle qui est revenue le plus, c'est celle qui est revenue 12 fois, et c'est 30 et 40. Ça, c'est ce qu'on appelle la classe modale. Donc, j'écris classe modale. Alors, la classe modale, ici, c'est 30, 40. Mais ils me disent estimer le mode. Si je veux estimer le mode, je fais 30 plus 40 qui divise 2, ce qui me donne 35. Et maintenant, on va faire la médiane. Eh bien, comment je vais faire la médiane? La même chose. Premièrement,
parce que ce sont les classes, je vais chercher la classe médiane. Classe médiane. Et là, je cherche la position premièrement. Alors, la position, c'est quoi? Ben, combien on a questionné? Le total, c'est 30. Donc, je vais faire 30 plus 1 égale à 31, qui divise 2 est égal à 15,5. Donc, la position de la classe médiane est 15,5. Et là, je dis, ce trait-là, c'est 4. Donc, celui qui est entre les deux cellules, c'est 4. Ici, je fais 4 plus 6. Ça me donne 10. 10 plus 12, c'est 22. Là, j'ai dépassé ma position. Donc, 15,5, c'est quelque part ici. Et par suite, la classe médiane, c'est encore 30, 40. Encore une fois, ça, c'est une coïncidence. Hein? Et puis, la médiane, ça serait 30 plus 40, qui divise 2, qui me donnerait finalement 35. Donc, ici, la classe médiane et le modal sont les mêmes, mais c'est une coïncidence et rien ne dit qu'ils doivent toujours être la même chose. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà pour comment trouver le mode, la moyenne et la médiane. Maintenant, on va passer à l'autre thème qui est inventer une distribution. Parfois, il y a des exercices qui vous disent d'inventer une distribution. Inventer une distribution, créer une distribution, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on vient de faire. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait? Il nous donne la distribution, soit sur un tableau, classe ou autre. Nous, on cherche le mode, la médiane et la moyenne. Maintenant, c'est le contraire. Ils nous disent, je te donne la moyenne, je te donne le mode, je te donne la médiane, et c'est à toi de me donner la distribution. Alors, faisons le premier exercice. Donnez une distribution avec les données suivantes. La taille, c'est 5. La taille, ça veut dire combien de valeurs vous avez. Donc, j'ai une taille de 5. Donc, je vais faire première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur et cinquième valeur. Donc, je vais mettre un trait pour chaque valeur. Et là, j'écris les infos qu'ils me donnent. Ils me disent que la moyenne égale à 14. Ils me disent que le mode égale à 9. Et ils me disent que la médiane égale à 12. Alors là, je vais commencer premièrement par la médiane. Donc j'ai 5 valeurs ici, donc je cherche la position de la médiane. Donc j'ai 5 valeurs plus 1 qui est égal à 6, qui divise 2, c'est 3. Donc la médiane, ça va être ici, mais il me dit c'est 12, donc je peux déjà la placer. Maintenant, ils me disent que le mode, c'est 9. Celui qui se répète le plus, c'est 9. Ici, ça va être 9 et 9, puisqu'il se répète le plus. Maintenant, il me reste à trouver les deux ici. Alors là, je dois utiliser, parce que j'ai utilisé la médiane, j'ai utilisé le mode, je vais utiliser maintenant la moyenne. La moyenne, il me dit c'est 14. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ai la moyenne, en fait, comment je calcule la moyenne? En fait, je dois additionner tout ça, je dois faire un plus. Je trouve quelque chose, je dois le diviser par 5 et je dois trouver 14. Alors, si je vais faire marche arrière, eh bien, tout simplement pour trouver le total, eh bien, je vais faire 14 fois 5, qui me donne finalement 70. Donc, quand il me donne la moyenne et le nombre, ben pour trouver le total de tous mes chiffres, il suffit de multiplier la moyenne par le nombre de valeurs. Donc, 14 fois 5, c'est 70. Donc, le total ici est supposé donner 70. Alors, le total est supposé donner 70. Moi, combien j'ai ramassé jusqu'à présent? Ben, j'ai ramassé 9 plus 12. 9 plus 9 plus 12, c'est 30. Donc j'ai ramassé 30, mais le total doit être 70, ça veut dire le total entre ces deux-là, ça doit être 40. Eh bien, là, maintenant, je peux choisir ce que je veux pour les deux ici, du moment qu'ils vont faire 40. Par exemple, je pourrais choisir ici 18, ici 22. Est-ce que le total est 40? Oui. Alors maintenant, ma distribution à moi, 9, 9, 12, 18, 22. Et là, je regarde, est-ce que j'ai réalisé mon mandat ou bien mon contrat? Eh bien, j'ai 5 valeurs, donc la taille est 5, la moyenne est 14. Ben, si je les additionne toutes, c'est 70, parce que je me suis assuré que l'addition, ça doit être 70. Et si je divise 70 par 5, eh bien, je vais trouver 14. Donc là, j'ai rempli mon mandat. Le mode, c'est 9. Ben, 9, c'est celui qui se répète, donc j'ai rempli mon mandat. Et la médiane, c'est 12, c'est celui qui est au milieu. Mais remarquez, j'aurais pu choisir n'importe. Par exemple, j'aurais pu choisir ici 16, 24. Donc, vous voyez, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs distributions, mais il vous demande de trouver une seule. C'est pour cela que parfois, c'est essai-erreur. Vous allez remplir ce que vous pouvez, mais pour les autres, vous allez faire des essais-erreurs. Alors, maintenant, faisons le deuxième. Ici, ils nous disent ajouter 2 données à la distribution suivante, sans changer sa moyenne, son mode, sa médiane
ni son étendue. Donc ils me disent quoi? Ben, ils veulent que j'ajoute deux valeurs à cette distribution-là, mais que la moyenne de la nouvelle, ça doit être la même, le mode, ça doit être le même, et l'étendue, ça doit être le même. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais trouver le mode, la médiane, et puis la moyenne. Je vais trouver tout ça, ce que je dois conserver. Premièrement, ils ne sont pas en ordre, donc je vais les mettre en ordre. Donc j'ai 7, 11, 11, 12, 18, 19, 27. Voilà. Alors, le mode, c'est quoi? Celui qui se répète, c'est 11. La médiane, donc combien, la position de la médiane, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, ça se voit, c'est le milieu, c'est 12. Donc maintenant, vous comprenez comment trouver la médiane. La moyenne, je dois les additionner toutes et diviser par 7. Si je fais ça, eh bien, je vais trouver 15. Donc, ce n'est pas la peine qu'on perde du temps à faire les calculs. On va trouver 15. Maintenant, eux, ils veulent que je trouve une distribution qui va contenir ces valeurs, mais il n'y a que de valeurs, de nouvelles valeurs, mais je ne sais pas comment je vais les placer. C'est pour cela que moi, je vais faire 9 traits. Première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur, sixième, septième, huitième, neuvième. Maintenant, il me donne la médiane. Moi, je commence toujours par la médiane à placer parce qu'il est plus facile. La médiane, puisque j'ai 9, 9 plus 1, ça va être 10, qui divise 2, ça va être 5. Donc, la position de la médiane, c'est la cinquième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la médiane doit placer ici. Puisqu'ils me disent 12, ça veut dire ça, c'est 12. Ils me disent que le mode est 11. Ça veut dire qu'il se répétera le plus. Donc, je vais mettre 11, 11. Ils me disent aussi que l'étendue doit être la même. L'étendue, c'est quoi? C'est le maximum ou le minimum. Donc, pour que l'étendue soit la même, ben, je vais garder le maximum et le minimum. Donc là, je suis sûr que l'étendue sera la même. Maintenant, je regarde ce que j'ai utilisé parce que ce sont ces distributions-là que je dois placer. Donc celle-là, elle est utilisée, le 11 est utilisé, le 11 est utilisé, le 12 est utilisé, le 27. Il me reste le 18 et le 19. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est essai-erreur. Ben, je vais placer le 18 ici, je placerai le 19 ici. Et là, maintenant, il me reste à placer deux valeurs, une ici et une ici. Ben, moi, je vais placer ici 11 et je vais chercher celle-là. Donc, comme ça ne me restera qu'une à chercher. Et là, comment je vais le trouver? La moyenne. Ils me disent ici, la moyenne, c'est quoi? C'est 15. Puisque j'ai la moyenne, ben, je peux trouver le total. Comment on va trouver le total? Comme tout à l'heure, je fais 15 fois le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs que j'ai, c'est 9. Donc, je fais 15 fois 9. 15 fois 9, c'est 135. Ça veut dire le total ici, ça doit être 135. Et maintenant, je dis combien j'ai ramassé à temps. Parce que le total doit être 135. Et bien, je vais faire combien j'ai ramassé. Donc, je vais effacer ici. Effacer ça pour que je fasse mon calcul. Alors, jusqu'à présent, combien j'ai ramassé? J'ai ramassé 7, plus 11, plus 11, plus 11, plus 12, plus 18, plus 19, plus 27. Et ça, si je fais ce total, c'est 116. Moi, je dois arriver à 135. Donc, celle-là, ça doit être quoi? 135 moins 116, qui me donne finalement 19. Donc, celle-là, ça va être 19. Ici. Et maintenant, ma distribution, ça serait quoi? Eh bien, tout simplement, je vais la mettre en ordre. Comme ça. Eh bien, ma distribution à moi, c'est 7, 11, 11, 11, 12, 18, 19, 19, 27. Et là, je regarde, est-ce que j'ai rempli mon mandat ou non? J'ai rempli mon contrat. Ben, ils me disent que l'étendue, ça doit être la même. Ben, j'ai gardé le minimum et le maximum. L'étendue va rester la même parce que le maximum et le minimum est le même pour les deux distributions. Ils me disent que ça doit garder son mode. Le mode ici, c'est 11. Là aussi, c'est 11 qui se répète 3 fois. Ils m'ont dit que sa médiane, ça doit être la même. La médiane était 12. Ici, le milieu aussi est 12. Donc, j'ai rempli mon mandat dans ce cas-là. Et puis, finalement, ils me disent que la moyenne, ça doit être la même. La moyenne était 15. Alors, si j'additionne tout ici, je vais trouver 135. 135 qui divise 9, ça me donnerait 15. Alors que ici, si je fais le total, c'est 105, que je divise 7, ça me donnerait 15. Donc voilà, ça c'est ma distribution. Encore une fois,
Ben, peut-être parce que ici j'ai choisi, j'aurais pu choisir ici 10, mais si j'ai choisi ici 10, ici ça doit être 20 pour que le total soit toujours 135. Vous voyez, il y a plusieurs solutions possibles parce que je pourrais jouer avec le 10 et le 20, mais j'ai trouvé les places où je vais jouer avec. Donc voilà pour inventer une distribution. Maintenant, on va passer pour construire un histogramme. Vous devez savoir construire un histogramme. Alors, pour construire un histogramme, premièrement, on doit construire le tableau des classes. Alors, pour construire un histogramme, premièrement, toujours, il faut calculer l'étendue. L'étendue, c'est toujours le max, la plus grande valeur moins la plus petite. Alors là, ici, le maximum, je vois qu'il y a 14. Il n'y a pas d'autre valeur plus grande qu'à 14, donc c'est 14. Moins. La plus petite, je vois qu'il y a 4. Il n'y a pas plus petit que 4, donc ça va être 4. Ça va être 10. Et là, je dois trouver l'amplitude. Amplitude. Et l'amplitude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 10 qui divise 6. Moi, je divise toujours par 6. Okay? Le nombre de classes, en fait, ça doit être entre 5 et 12, mais je vous suggère toujours de diviser par 6. C'est-à-dire, vous dites, moi, je veux avoir 6 classes, mais il se peut que vous tombez sur 5, 6 ou 7. Donc, moi, je vais diviser par 6. Ça me donne 1,66 périodique. Et là, je vais prendre un chiffre rond. Celui qui est plus proche de 1,66, c'est 2. Alors, je prends une amplitude de 2. Et là, je vais construire maintenant mes classes. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais le faire là. Donc, je vais construire mes classes ici. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais faire ici classe effectif. Alors, la classe, je prends le minimum. Ben, si je vois que le minimum n'est pas un chiffre qui est gentil, ben, tout simplement arrondissez au plus bas pour avoir un chiffre rond. Ici, c'est très gentil, 4. Et puis l'amplitude c'est 2, donc 4 plus 2 c'est 6. 6 plus 2 c'est 8. Donc c'est pour cela qu'on choisit l'amplitude, ça veut dire la taille de la classe. Combien ça va être? Ici, ça va être de 8 à 10. De 10 à 12, de 12 à 14 et de 14 à 16. Comme ça. Et maintenant, pour remplir mes classes, toujours faites ce qu'on appelle le dénombrement. Parce que on va le prendre une à une, au lieu, surtout si vous avez un très grand nombre de valeurs, ça va être très facile de les prendre en dénombrement au lieu de faire autre chose, parce que pour éviter de vous tromper. J'ai 13, je regarde où est-ce qu'il est le 13. 13, il est là, je fais un trait. Après, j'ai 12, 12 où est-ce qu'il est, il est là, je fais un trait. 9, 9 où est-ce qu'il est, il est là, je fais un trait. 12 encore, 12 il est là, je fais un trait. 14, 14 il est en bas, je fais un trait. 11, 11 il est là, je fais un trait. 6, 6 il est là. 7, je fais un trait, il est là. 10, 10 il est là, je fais un trait. 11, 11 il est là, je fais un trait. 4, j'ai un trait ici. Un autre 12, il est là, je fais un trait. 8, il est là, je fais un trait. 12 encore, alors 12, je fais un carreau comme ça. 13, il est là, donc je fais un trait, là je fais 5. 14, une fois que j'ai passé 5, je fais un trait à côté, et j'ai 11, le 11, il est là, je fais un trait, comme ça. Et là je dis j'ai 1, j'ai 2, j'ai 2, j'ai 5, j'ai 6, et j'ai 1. Et là je fais un total. Parce que je dois m'assurer que je n'ai raté aucun. Je fais le total. 1 plus 2 c'est 3, plus 2 c'est 5, plus 5 c'est 10, plus 6 c'est 16, plus 1 c'est 17. Et je compte, est-ce que j'ai 17? Et oui, j'ai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17. Et maintenant, je peux effacer ça parce que tout simplement, ça vous le faites dans le brouillon, c'est tout simplement pour faire le dénombrement, pour ne pas vous tromper. Voilà. Donc ça c'est le total. Et là maintenant je vais tracer mon diagramme, mon histogramme en fait. Donc je fais comme ça et je fais comme ça.
Voilà. Alors, donc, j'ai ça ici et j'ai ça ici. Alors, je vais faire des bonds de 1. Donc, ça, c'est des bonds de 2. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà. Et là, je dis de 4 à 6. De 4 à 6, j'ai 1. Donc, là, je vais construire maintenant mon diagramme, mon histogramme. De 4 à 6, j'ai 1. De 6 à 8, j'ai 2. 6 à 8, j'ai 2. De 8 à 10, j'ai un autre 2. De 10 à 12, j'ai 5. 2, 3, 4, 5. Après, j'ai de 12 à 14, j'ai 6. Voilà. Et puis finalement, j'ai 1. Voilà. Alors, dernière chose à ne pas oublier, c'est donner des titres. Là, il va vous enlever des points si vous ne donnez pas des titres. Ici, en fait, ce sont le nombre de points qu'on a ici pour des individus. Donc ici, j'écris ici nombre de joueurs. Et ici, nombre de points. Le titre, ça va être nombre de joueurs selon nombre de points. Alors pour le titre, si vous avez de la misère, toujours faites Y selon X. Nombre de joueurs selon nombre de points. Donc voilà pour le diagramme, pour l'histogramme, pour construire un histogramme et les classes. Toujours pour construire vos classes, vous devez trouver l'amplitude. Et puis vous choisissez la première valeur. Par exemple, ici 4 était gentil, c'est un nombre qui est agréable. Si vous voyez que le nombre n'est pas agréable, choisissez un nombre agréable, un multiple de 5 ou un multiple de 2 qui est plus petit que la plus petite valeur, que le minimum de votre distribution. Alors maintenant, la dernière partie, c'est le diagramme de quartile. Alors on va construire notre diagramme de quartile. Alors pour construire le diagramme de quartile, on doit trouver le max, le min, on doit trouver Q1, Q2 et Q3. Alors, premièrement, vous devez toujours vous assurer que la distribution est ordonnée du plus petit au plus grand, sinon vous devez le faire. Ici, ils l'ont fait pour nous, et là, on va les remercier, je dirais merci, parce que je n'aurais pas à le faire. Et là, le maximum, j'écris, c'est 100. Le minimum, c'est 20. Maintenant, je dois faire Q2 en premier. Alors, là, je dois chercher la position de Q2, position égale. J'ai en fait combien de valeurs? J'ai 12 valeurs ici. Donc, je vais faire 12 plus 1 égale à 13, que je dois diviser par 2. 6,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma médiane, ou bien Q2, est située à 6,5. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 6,5 est ici. Donc, ça veut dire, la médiane, ça serait ici 58 plus 60 qui divise 2, qui me donne finalement 59. Donc, Q2 est 59. Donc, ça, c'est Q2. Il est là. Maintenant que j'ai trouvé Q2, je dois trouver Q1. Alors, je vais l'écrire bien. Ça, c'est Q2. Ça, je vais les effacer. Voilà. Maintenant, pour trouver Q1, je dois prendre la partie à gauche du Q2. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la position 6 plus 1, c'est 7 qui divise 2, 3,5. Donc, ça, voilà, Q1. Alors, Q1, ça va faire 34 plus 50 qui divise 2. Ça me donne en fait 84 qui divise 2, c'est 42. Donc, Q1 est 42. Maintenant, Q3, la même chose, ça va faire ici, parce que j'ai 6, donc ça va être, c'est ici Q3. Et là, le Q3, 60 et 61, ça va faire, 60 et 62, ça va faire 61. Alors voilà, j'ai trouvé maintenant mes valeurs, maximum, minimum, Q1, Q2, Q3. Maintenant, je dois faire tout simplement mon diagramme de quartile. Donc, je vais faire l'axe, la droite numérique. Alors là, je vais commencer ça, c'est 20, et je vais faire des bonds de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90 et j'ai ici 100. Donc ça c'est 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90 et 100. Et maintenant je vais placer chacune. Premièrement, je vais commencer par placer le maximum, le minimum, pardon. Le maximum c'est 100, donc je vais le placer ici. Je place le minimum. Je place Q1. Q1 est 42. 42 à peu près ici. Quelque part ici. Je place Q1 c'est 42. Q2 c'est 59. À peu près tout près du 60. Après j'ai Q3 c'est 61. C'est tout près du ici. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma boîte ou bien je vais faire les tiges et moustaches. Donc, parfois on les appelle tiges et moustaches. Donc, je vais faire mes moustaches et mes tiges et les voilà. Donc là, voilà, je les ai placés. Ça, c'est 20. Donc, c'est le min. Ça, c'est Q1, Q2, Q3 qui sont une à côté de l'autre. Et ça, c'est le max. Voilà. Alors là, Q1 c'est 42, Q2 c'est 59, Q3 c'est 61 et là c'est 20 et 100. Maintenant, la deuxième question. Combien d'individus dans chaque quart? Donc ça, il n'y a pas ce E là. Alors, le quart c'est, voilà un quart. Ça c'est le deuxième quart, ça c'est le troisième quart et ça c'est le quatrième quart. Pourquoi? Parce que c'est pour ce qu'on appelle diagramme de quartile. On les divise en 4. Voilà le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart, le quatrième quart. Et là, il ne faut jamais tomber parce que dans cette question, combien d'individus dans chaque quart, c'est une question piège. Ce n'est pas parce que le quatrième quart est trop grand qu'il a plus d'individus que les autres. Eh bien non. Tous les quarts, ils ont à peu près un quart des données ou bien 25% des données. Tous les quarts, ils ont à peu près 25% des données. Mais ils disent combien d'individus. Donc, je dois faire 25% de combien de données au total? J'ai 12. 25% de 12, eh bien c'est 3. Donc, dans chaque quart, à peu près, on aura toujours 25 pour 12. Et là, dans mon exemple, ça se vérifie. Dans le premier quart, j'ai 3 valeurs. Dans le deuxième, j'ai 3. Dans le troisième, j'ai 3. Dans le quatrième, j'ai 3. Mais il ne faut jamais vous fier parce qu'il est trop long, il a plus d'individus. Eh bien non, c'est tout simplement la dispersion qui est plus grande. Alors, quel quart est le plus dispersé? Ben, le quart qui est le plus dispersé, ça se voit, c'est le quatrième. Pourquoi? Parce que la dispersion, comment on va le calculer? Si je veux calculer la dispersion ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le maximum, le 100, moins le 61, ce qui me donne 39. Donc, celui qui a le plus d'écart, c'est celui qui est le plus lent. Donc, ici, je dois dire quatrième quart. Quatrième quart. Y a-t-il des valeurs aberrantes? Alors, les valeurs aberrantes, c'est quoi? En fait, les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs qui sont trop loin par rapport à la majorité. Ça veut dire les valeurs qui sont trop loin par rapport à la boîte. Donc, je dois essayer de trouver les valeurs qui sont trop loin de ce côté et les valeurs qui sont trop loin de cette boîte. Ici, ce sont les notes d'élèves d'une classe. Je dois regarder les élèves qui sont trop loin par rapport, c'est-à-dire les élèves qui sont trop forts, qui sont ici, ou les élèves qui sont trop faibles, qui sont ici. Alors, comment on calcule les valeurs aberrantes? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on calcule l'écart, les interquartiles. L'écart interquartile, c'est quoi? C'est Q3 moins Q1. Et Q3, c'est combien? C'est 61. Moins Q1, c'est 42, c'est 19. Et maintenant, on fait l'écart interquartile qui multiplie 1,5. Toujours, on fait 1,5. Ici, j'ai fait 19 fois 1,5 qui me donne finalement 28,5. Et là, je vais chercher les valeurs qui sont plus fortes, qui sont très loin de la boîte, mais vers la droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Q3 plus 28,5. Alors, Q3, c'est 61 plus 28,5, c'est 89, pardon, 0,5. Et là, je vais la représenter. 89,5, c'est à peu près ici. Donc là, c'est 89,5. Alors, je vais regarder ici de ce côté-là. Pour regarder les valeurs qui sont très loin, mais à gauche, je dois faire Q1 moins 28,5, qui me donne en fait 42
moins 28,5 qui me donne 13,5. Donc, 13,5, c'est quelque part ici. Et là, les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs, celles qui sont plus grandes que 89,5, ça veut dire qu'elles sont très loin par rapport à l'ensemble du groupe, ou bien les valeurs qui sont inférieures à 13,5 et sont très loin par rapport au groupe. Donc, ceux qui ont 89,5 et plus, ils sont très forts par rapport au groupe, donc ils ne vont rien apprendre avec le groupe. Et ceux qui ont une note de 13,5 et moins, ce sont des éléments ou bien des élèves qui sont très faibles par rapport au groupe. Et là encore, ils ne vont rien apprendre du groupe. Donc les valeurs aberrantes ici, je vois que la seule valeur aberrante, c'est 100, parce que c'est celle qui est au-delà du 89,5. Donc voilà comment on trouve les valeurs aberrantes. Donc voilà pour la révision des statistiques. Alors faites les exercices du site du nouveau manuel et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.